Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, les trois titres. À la une, la cérémonie en Côte d'Ivoire du 7e jour de feu Amadou Soumaoro. Sa famille, ses proches et autres collaborateurs ont prié hier à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Des prières intenses dites pour le repos de l'âme de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Dans ce journal également, nous allons rencontrer un fervent défenseur de l'environnement. Justin Tchett vit à Grand Bassam, dans la région sud de la Côte d'Ivoire, et exerce dans l'agriculture, plus précisément dans la culture maraîchère hors sol. Alors, comment se déroule cette activité? Le point dans quelques minutes. Enfin, le Mali se retire du G5 Sahel. En Côte d'Ivoire, donc, la cérémonie du 7e jour de feu Amadou Soumaoro, décédé à Abidjan le 7 mai dernier. Des prières ont été dites hier pour l'ancien président de l'Assemblée nationale à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. À noter également que la famille du défunt a reçu des dons. Les précisions de Abdoulaye Koné. Pour tous les défunts musulmans, le rituel est le même. C'est par une lecture intégrale du Saint-Coran que la cérémonie de prière en hommage à Amadou Soumaoro a débuté. À la grande mosquée de la Riviera Golf, parents, amis, connaissances et membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion. Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de la République qui représentait le chef de l'État. Au chapitre des témoignages, celui du peuple Hatchan et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les villages Hatchan sont confrontés aux problèmes de chefferie. Et ces problèmes de chefferie ont engendré des troubles dans les villages. L'illustre disparu, Amadou Soumaoro, a oint l'honorable Dr Sako, médiateur à l'Assemblée nationale, a garanti la paix dans les villages Hatchan, et mission qui a été réussie. Aujourd'hui, nos villages connaissent la paix. Le président Laurent Gbagbo nous a instruit de venir nous tenir aux côtés du gouvernement, du RHDP, mais surtout de la famille, pour leur traduire toute notre compassion, toute la compassion du PPACI. Dans un élan de réconfort à la famille éplorée, tous ont voulu donner une connotation républicaine à ce moment précieux. À l'occasion, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits par les participants venus en nombre et en qualité pour saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Une assistance de qualité émue par le message du porte-parole du président de la République. Des partis politiques et groupements politiques fortement représentés à cette cérémonie, donnant à ce deuil une image républicaine qui est un gage pour tout le dialogue politique qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Le président de la République a confié un certain nombre de messages à monsieur le vice-président qui a bien voulu que je les dévoile. Remercier les imams pour toutes les prières qui n'ont cessé de formuler depuis que ce deuil a frappé la famille Soumaoro, les familles alliées, tout Séguéla, le Worodougou, le Woroba et toute la Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du défunt, que Dieu lui soit clément dans son jugement et qu'il connaisse la paix éternelle. Et la grande famille Soumaoro et ses alliés d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, à son épouse, au vice-président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, sans oublier les deux chambres du Parlement et tous les soutiens extérieurs. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Gratitude au président de la République. Gratitude pour avoir décrété 3 jours de deuil. Et l'hommage de la nation à l'illustre défunt.
Gratitude pour votre implication personnelle dans les funérailles de votre cadet à chacune des étapes. Amitié, Anilomeko, vous disent les familles du Woroba. Gratitude à Madame la Première Dame pour sa présence, pour sa bienveillance, pour son assistance, pour sa générosité, pour son élégance. Je faillirais à mon devoir si je n'adressais avec déférence à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Kone Tiemoko Meile, les salutations fraternelles et remerciements pour sa présence et son soutien à la grande famille. C'est par cette cérémonie de prière que prend fin le séjour terrestre d'Amadou Soumaoro dans la mémoire des humains. L'ancien président de l'Assemblée nationale vient ainsi d'être confié à Allah par ses semblables qui le portent désormais en souvenir. La famille, les proches et autres collaborateurs de feu, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, ont prié pour le repos de son âme. C'était hier à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Il y avait beaucoup d'émotions lors de la cérémonie du 7e jour de feu Amadou Soumaoro. Toute la République s'est retrouvée, nos amis de l'extérieur, toutes les sensibilités politiques, les imams. Je voudrais donc dire merci à chacun et prier pour le repos de l'âme du président Amadou Soumaoro. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un combattant, un guerrier, que son âme repose en paix et que le message de réconciliation qu'il a su délivrer au moment où il a exercé en tant que président de l'Assemblée nationale puisse continuer à habiter les Ivoiriens autour du président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit un très très grand pays. Amadou Soumaoro était le Banazumba du Woroba, c'est-à-dire le grand fromager. Et au-delà, pour moi, c'était un père. C'était mon père, c'était mon maître, c'était mon catalyseur et mon guide. Je n'ai pas encore fini d'apprendre toutes les leçons et le maître m'a lâché. Mais je pense qu'il m'appartient effectivement de voir à travers ses œuvres le reste de l'enseignement. Je voudrais, en tant que fils du Wodou, dire que le Wodou Amadou, père, un grand homme qui s'est impliqué personnellement pour l'union des fils et des filles du Wodou. Et il a été un soutien indéfectible au président de la République, car c'était une personnalité de conviction. Il est parti dans la dignité, mais il est toujours là. Alors, nous n'allons jamais l'oublier. Je suis un peu ému parce que quand on parle de don d'histoire, c'est l'exemple, la preuve avec tout ce qui se passe. Il s'est donné totalement pour la Côte d'Ivoire. La lutte contre la désertification et la sécheresse, c'est la COP 15 à Abidjan. En Côte d'Ivoire, la poursuite aujourd'hui des travaux de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est donc la deuxième semaine de travaux. Alors le reportage qui va suivre se déroule dans la commune de Grand Bassam, dans la région sud du pays, où un homme s'illustre positivement dans la préservation de l'environnement. Justin Tchet, c'est son nom, exerce dans la culture maraîchère hors sol. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Grand Bassam, quartier France, entre lagune et mer. C'est ici que vit Justin Tchet, 33 ans de service à l'éducation nationale. Cet éducateur au collège moderne de la ville a une passion, la culture du maraîcher hors sol. La passion de la culture hors sol est une histoire de longue date. Lorsque j'étais encore instituteur, je pratiquais les activités coopératives. Et cette passion-là m'est restée. Étant
Maintenant, dans une ville, j'ai trouvé que il est difficile de cultiver à Grand Bassam parce que le sol n'est pas trop arabe. Donc nous avons réfléchi comme ça et on a trouvé la formule de cultiver les légumes dans les sacs que nous appelons le hors-sol. Piments, tomates, gombo, concombres sont produits à domicile. Des cultures bio qui arrivent à pousser grâce à du compost ramassé dans la nature. Pneus usés, sacs, sachets récupérés sont également recyclés et participent à la culture hors sol. Cette technique culturelle cadre bien avec l'objectif de la COP. On ne touche pas le sol, on ne brutalise pas, on prend des objets de récupération, on cultive et puis on a de meilleurs résultats par rapport même à la culture sur le sol. Justin Tchett est aidé dans sa tâche par un technicien. Tout d'abord, on passe à la phase de la pépinière. Après, les pépinières est au moins 28 jours à 30 jours selon les variétés. Maintenant, on passe à l'étape de la transplantation, qui se fait de la pépinière dans les pots, bien dans les seaux, bien dans les sacs. Son épouse, également enseignante, tire doublement profit de cette passion. La culture hors sol est la première femme de mon mari. Je mange bien, en tout cas. Ça nous aide beaucoup pour notre cuisine. Ça, faut le dire. La culture hors sol se présente ainsi comme une réponse à l'épineux problème de la désertification, une pratique qui a cours dans de nombreux pays africains. Dans l'actualité nationale aussi, la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Une convention de partenariat a été signée récemment entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la Fondation internationale Initiative sur le cacao. Cette organisation à but non lucratif basée en Suisse a également offert au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant des équipements informatiques estimés à 52 millions de francs CFA. Pour en parler, Patricia Etia. Ce partenariat a été signé entre la ministre Nasseneba Touré et la directrice pays de la Fondation internationale Cocoa Initiative, ICI. À travers ce partenariat, la Fondation veut s'appuyer sur l'expertise du ministère pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et répondre aux défis actuels. Nos actions directes ont contribué à améliorer la protection de l'enfant pour plus de 422 000 enfants entre 2015 et 2020 et nos approches opérationnelles ont contribué à réduire de 50% le travail dangereux des enfants parmi ceux à risque identifiés par les différents systèmes de suivi mis en place par notre organisation. Cette importante somme et cet important don apparaît pour nous comme l'expression de l'engagement véritable de cette organisation à accompagner l'action du gouvernement en vue d'assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation. Ce don d'une valeur de 52 millions de francs CFA, composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de motos, permettra aux structures d'assurer la coordination et de renforcer les capacités techniques des structures dans la lutte contre le travail des enfants. Comment améliorer la qualité de l'enseignement dans les pays francophones? La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie a rendu public il y a quelques jours dans la commune du Plateau le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Les explications de Patricia Etia. L'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem PASEC 2019 a connu l'une de ses phases les plus importantes, celle de la publication du rapport international. Cette évaluation a concerné 14 pays. Elle a permis de mesurer le niveau de compétence des élèves en lecture et en mathématiques. L'enjeu réel, c'est d'identifier les pistes de politique éducative pour pouvoir améliorer les pratiques pédagogique, améliorer aussi le système éducatif et puis surtout faire bonne figure pour 2024. Donc en lecture, en fin de scolarité, il y a au moins 60% d'élèves
qui n'ont pas le seuil suffisant. Et donc, il y a du progrès. En mathématiques, c'est plus grave, c'est 80%. Les élèves qui sont en dessous du seuil suffisant de compétences. Selon la ministre de l'Éducation nationale, des efforts doivent être fournis car, pour ces deux matières fondamentales, la Côte d'Ivoire a un score inférieur aux autres pays. Ça veut dire que nous devons faire de grands efforts pour améliorer les performances des enfants de Côte d'Ivoire. Le PASSEC a lieu tous les 5 ans. On a 2014, on n'était pas bien classé. 2019, on n'était pas bien classé. Il nous reste, nous sommes en 2022, il nous reste 2 ans. Il nous reste 2 ans pour transformer qualitativement notre école. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est possible si nous nous engageons tous. La présente évaluation dénommée PASSEC 2019 correspond au 2e cycle d'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem, PASSEC. Des équipements pour renforcer les ateliers photovoltaïques des établissements techniques de formation sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est un don de la République fédérale d'Allemagne. Ces équipements sont estimés à plus de 50 millions de francs CFA. Les détails, Didier Nguessan. Ingo Ebert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, remet du matériel à Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit de la poursuite du projet PROFER qui vise à renforcer l'offre des compétences en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Dans le cadre de ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, la priorité est accordée à la mise en œuvre des réformes dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec une concentration particulière sur l'accroissement des investissements privés et la promotion de l'emploi. Le lycée professionnel de Jacquesville, le centre de formation professionnelle de Korogo, le centre de perfectionnement au métier du bâtiment de Koumassi et l'IPNET de Cocody sont les établissements bénéficiaires. Le projet a accompagné le ministère dans les réalisations des activités suivantes. Premièrement, l'élaboration de documents pédagogiques et méthodologiques pour 4 métiers innovants. Deuxièmement, le renforcement des compétences de 314 diplômés des filières du génie électrique et des professionnels du secteur des énergies renouvelables et efficacité énergétique pour améliorer leur employabilité et faciliter leur insertion professionnelle. Troisièmement, enfin, le renforcement de capacités de 117 formateurs de notre système, dont ceux de l'IPNET. Le projet PROFER est une déclinaison de l'initiative Compact with Africa qui renforce la coopération bilatérale Allemagne-Côte d'Ivoire. L'économie sociale et solidaire, un outil de développement pour les pays africains. En Côte d'Ivoire, par exemple, depuis mars 2022, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté intègre justement l'économie sociale et solidaire dans son plan d'orientation stratégique. Objectif, aider les populations vulnérables. Les explications de Walter Amadou. Dans cette salle sont réunis 22 responsables de différents départements du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ils prennent part à la session d'appropriation axée sur l'économie sociale et solidaire. Le cabinet Deloitte présente le concept. L'économie sociale et solidaire, pour être très simple, c'est toute action que l'on prend pour améliorer le vécu des hommes et des femmes, mais qui les intègre dans ce dispositif et qui utilise des méthodes qui préservent donc l'environnement. Donc ce n'est pas uniquement aider les uns, mais c'est comment vous les aider à s'aider eux-mêmes et qu'en s'aidant eux-mêmes, on crée un écosystème qui est profitable globalement pour l'ensemble des populations. Pour ces apprenants d'un jour, ce renforcement de capacités agrémentées d'échanges vient à point nommé. C'est une initiative très intéressante, étant donné que ce ministère a opté pour la promotion de l'économie sociale et solidaire pour en faire un outil essentiel à la fois pour développer la solidarité, mais également pour lutter contre la pauvreté. La ministre Miss Belmont Nodogo soutient que le concept d'économie sociale et solidaire est devenu incontournable.
Il est même perçu par de nombreux États comme un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, nous avons des associations, des coopératives, nous avons les associations villageoises d'épargne et de crédit qui rentrent dans le cadre des actions de l'économie sociale et solidaire, mais nous n'avons pas l'ancrage institutionnel. Contrairement aux autres pays, ça peut apporter beaucoup au pays. D'abord, renforcer les liens de solidarité parce que l'avantage de l'économie sociale et solidaire, c'est placer l'homme au cœur du développement. Le concept d'économie sociale et solidaire, ESS, désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles ou associations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de solidarité du gouvernement, la stratégie nationale sur l'économie sociale et solidaire devrait, à moyen terme, soutenir efficacement les indicateurs de lutte contre la pauvreté. Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres offerts récemment aux populations démunies du district d'Abidjan. C'est un don d'une association de jeunes intitulée Le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara. Les précisions de Éric Goré. Se rapprocher des personnes vulnérables en leur apportant soutien sans considération ethnique, religieuse et politique, c'est la mission principale que veut s'assigner le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara, une association de jeunesse qui œuvre pour la promotion des actions du ministre d'État, ministre de la Défense. Ainsi, les communes de Yopougon et Adjamé ont été visitées pour apporter soulagement aux personnes qui en expriment le besoin. Ce sont des dons en vivres qui ont été distribués. Que ce soit à Adjamé ou à Yopougon, les bénéficiaires ont exprimé leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Cette action de portée sociale vient après les fêtes de Pâques et de Ramadan. Pour les initiateurs, il ne faut pas seulement attendre ces périodes de piété pour faire des dons aux nécessiteux. Bientôt, l'adoption en Côte d'Ivoire d'une loi sur l'évaluation des politiques publiques. Objectif, renforcer la culture de la transparence et l'efficacité de l'administration publique. Les explications de l'enseigné Bakayoko. Cette loi en élaboration viendra concrétiser la volonté affichée de la Côte d'Ivoire d'institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques afin de garantir l'exécution du plan national de développement. Il s'agit plus précisément d'un outil d'aide à la décision, une décision dont l'objectif est la redevabilité vis-à-vis des populations et des partenaires financiers, mais surtout l'encadrement de la planification en cohérence avec les options stratégiques du gouvernement. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à réaliser le programme ambitieux du président de la République visant à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire et prospère, ce qui s'est traduit de manière opérationnelle par l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie décennale Côte d'Ivoire 2030 et du plan national de développement 2021-2025. Cette gouvernance vertueuse prônée par les autorités ivoiriennes intéresse fortement la société civile internationale en croisade contre la pauvreté dans le monde. Les acteurs et partis au projet ont ainsi pu s'imprégner des bonnes pratiques et des stratégies gagnantes d'évaluation d'impact dans divers domaines. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, de l'emploi. Nous avons aussi des projets en ce qui concerne l'agriculture, l'inclusion financière, la gouvernance. Le gouvernement devrait s'approprier toutes ces techniques d'évaluation d'impact pouvant assurer la transparence des mécanismes de gestion publique. Les actions menées visent à accélérer la transformation structurelle de notre économie et à développer de façon significative notre capital humain. Le projet de loi sur l'évaluation des politiques publiques, déjà sur le bureau du Parlement, devrait être voté après les obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Un partenariat pour renforcer la politique de décentralisation et accompagner le développement durable territorial en Côte d'Ivoire. La Direction générale de la décentralisation et le programme d'appui aux stratégies sociales ont signé récemment une convention. On en sait plus avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Le programme d'appui aux stratégies sociales, désormais partenaire de la Direction générale de la décentralisation et du développement local.
Cette ONG d'expertise en santé et en protection sociale va désormais accompagner le développement durable territorial dans le secteur de la santé. Nous allons travailler sur la mise en place d'un observatoire, l'observatoire du développement local dans les territoires. Nous allons travailler également sur la mise en place, l'organisation d'états généraux sectoriels, de sorte à ce que nous puissions voir où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Nous allons travailler également sur la mise en place de cellules miroirs de l'agenda 2030 au niveau de chaque commune. Enfin, nous allons expérimenter des projets pilotes en matière de municipalisation de l'offre de soins, mais également en termes d'autonomisation financière des localités, des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les chefs d'État sont réunis pour parler de la COP 15. Nous, à notre humble niveau, nous parlons de l'agenda 21, de l'implémentation au niveau local de l'agenda 21. Et avec le PASS, nous allons mettre l'accent sur un seul secteur qui est la santé. La convention résulte des difficultés rencontrées par le secteur. Ce cadre formel de collaboration entre le PASS et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité via la DGDDL permettra de renforcer les questions de localisation d'objectifs de développement durable. Un concours pour initier les écoliers et élèves à la dictée et à la lecture. Cette compétition, qui est à sa 7e édition, a été créée par l'organisation non gouvernementale au service du livre. Les travaux se sont déroulés récemment au Musée des civilisations dans la commune du Plateau. Le point avec Godefroy Okambawa. Venus des établissements primaires et secondaires du district d'Abidjan, ces apprenants participent au concours de dictée de poésie à l'initiative de l'ONG au service du livre. Pour la première fois, organiseront Blanc la danse du ciel au frénésie. Rire, discipline, s'enlaceront. Il s'agit pour les initiateurs d'inculquer aux enfants la notion de lecture, valoriser la littérature et faciliter leur prise de parole en public. Le premier prix du concours de dictée est revenu à l'élève Ethan Djéré en classe de 4e avec une moyenne de 19 sur 20. J'invite mes amis à beaucoup lire des romans pour éviter de faire des erreurs et remporter des lauréats comme moi à des dictées et des concours. Nous initions des prix qui portent le nom des personnalités. Nous avons aussi le prix Marie-Laure Engoran pour la lecture, pour amener ces petits-enfants-là à ressembler à cette figure emblématique des médias. Et nous avons aussi le prix Nano Christine pour aider les enfants à bien dire, à bien déclamer des poésies. Nous sommes fiers d'avoir des influenceurs, mais des bons, des vrais modèles qui poussent la jeunesse à être des modèles. Pour la marraine de cette édition, ce concours est un canal pour amener les enfants à s'auto-évaluer et surtout éveiller leur leadership. On constate, lorsque nous recevons des demandes d'emploi, il y a énormément de fautes et les gens ne savent plus écrire à force d'utiliser le numérique. Faire une phrase, on le constate dans la vie de tous les jours. Démontrer à nos enfants que par la lecture, par la poésie, et la dictée, surtout, ils vont améliorer leur rendement scolaire. Comme disait un auteur, Victor Hugo, soutenir l'éducation, c'est fermer une prison. L'initiative bénéficie du soutien d'une entreprise citoyenne qui œuvre pour l'excellence en milieu scolaire. Le concours de dictée et de poésie initié par l'ONG au service du livre est à sa 7e édition. Au chapitre culture, cette conférence organisée il y a quelques jours par le Conseil national des droits de l'homme. Objectif, promouvoir la culture ivoirienne. Le point dans ce reportage de Khalil Diomandé et Jean Djadji. Depuis je suis au régime, j'ai mangé 9 petites boules. Un aperçu du spectacle qui sera servi aux amoureux du théâtre les 28 mai et 18 juin prochains à Abidjan. Cela à l'occasion de la 3e édition de Drôle de femmes. Cet événement culturel qui célèbre la femme à travers les planches. Au programme, la maltraitance de la jeune fille, le phénomène des enfants dits sorciers et l'énurésie. Des thématiques qui seront disséquées avec humour. Il y aura beaucoup de surprises avec une thématique bien particulière. Donc nous allons aborder la problématique de l'énurésie, qui est une pathologie réelle qui n'atteint pas que les femmes, il y a aussi les hommes, mais nous voulons en parler parce que très souvent on n'en parle pas.
et pourtant ça fait beaucoup de dégâts. Une fresque théâtrale qui réunira sur la même scène 14 comédiennes, des jeunes web humoristes, des chroniqueuses, des influenceuses qui passent du virtuel à la réalité. Certaines d'entre elles affrontent pour la toute première fois les planches aux côtés des anciennes telles que Brigitte Bleu, Thérèse Bazé. TikTokeuse. Aujourd'hui, la chance d'être comédienne dans une pièce de théâtre. Je suis heureuse de retrouver des comédiennes que je suivais depuis toute petite. Ce show-là, vous allez me sentir comme d'habitude. Moi, c'est la Gbazagne. Et quand on dit la Gbazagne, j'ai dit yo. Avec des drôles de femmes, le théâtre est de retour. Drôles de femmes fait donc la part belle à des talents féminins pour mieux sensibiliser, et cela par le canal de l'humour et la danse. Des images à présent. Le Mali ne fait plus partie du G5 Sahel. Le pays a en effet annoncé hier son retrait de cette organisation et de sa force militaire anti-djihadiste. Décision prise pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence du G5 Sahel, organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Voilà, merci de toujours suivre RTI1. C'est la fin de ce journal.